Bonsoir. Alassane Ouattara veut faire de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption sa priorité pour cette année 2022. Le chef de l'État ivoirien a invité les dirigeants des sociétés publiques à plus de responsabilités. On en parle en début d'émission. Et ce soir, il sera question également de football et de l'avenir des éléphants après leur élimination de la CAN 2021. Vous comprenez l'émotion. Nos invités du talk sont Prince Akabla, cofondateur du média Kpakpato Sportif, et Beta Michel, il est directeur de publication du quotidien Le Bélier. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, permettez-moi de citer une séquence de la chanson de la section d'assaut qui dit « Je reste debout ». Ça fait mal, mais je reste debout. Ça fait mal. Mes vêtements sont pleins de boue, mais je reste debout. On reste debout. On reste debout quand même. J'avoue quand même que les éléphants de Côte d'Ivoire ont perdu leur match contre les pharaons d'Égypte. On reste debout. Élisée Bouloubeu, vous restez debout? Toujours. Et même... fier de ces éléphants? C'est ce que je voulais dire, non seulement debout, mais très fier de ces éléphants. Vous savez, il y a des victoires qui... Pardon, il y a des défaites. Une défaite reste une défaite, mais il y a des défaites quand même qui ont un goût de fierté. Et ce soir, personnellement, je suis très fier des éléphants, quand bien même on sort de la compétition. On aura l'occasion d'en parler. Merci, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien et toi? Très bien, vous êtes tout aussi rayonnante. Merci. Ouais. Un petit air d'Égyptien. Brice, non. Ah va, je retire celle-là. J'aurais bien voulu la placer. Monsieur Beta, comment ça va? Oh, ça va, hein, ça va. Et la défaite, comme on nous disait, le découragement n'est pas ivoirien. Voilà, puisque le découragement n'est pas ivoirien, nous restons debout. Ouais, qu'on a eu l'impression qu'on a créé cette phrase pour les Ivoiriens. on a été beaucoup découragés dans notre vie quand même. Mais bon, on reste debout, on l'a dit, hein. On va garder ça comme leitmotiv. Et puis, tout de suite partir pour notre petit débat. Ce petit débat, eh bien, je vous le disais, le chef de l'État ivoirien appelle donc les dirigeants des sociétés de l'État à plus de responsabilités. Qu'est-ce que cela implique pour ces responsables? On en parle en présent. Qu'est-ce qui, selon vous, Élisée Bouloubeu, justifie cette insistance-là? Parce que je crois que c'est normal, c'est naturel que ces dirigeants soient responsables, mais que le chef de l'État insiste, ça doit forcément découler de quelque chose. Oui, mais c'est une juste conséquence des résultats des audits, en fait, qui ont été commandités depuis le mois de juin dernier sur plusieurs sociétés d'État. Et c'est les résultats, certainement, qui sont à sa possession, qui l'amènent aujourd'hui à tenir ce genre de propos. Et il faut dire que le chef de l'État reste dans sa logique, hein, pour ceux qui ont écouté le discours du 31 décembre, le discours du Nouvel An, l'axe 3, ou du moins la priorité 3 pour 2022, c'est la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Et je crois qu'il place déjà le décor avec cette déclaration qu'il a eue ce matin au Conseil des ministres. Il n'a pas juste demandé de la responsabilité au niveau des dirigeants des sociétés d'État, il a même été plus loin. Il a même demandé que les ministres de tutelle puissent jouer le rôle de contrôle et que le chef du gouvernement, le Premier ministre, mette tout en œuvre pour suivre effectivement le bon déroulement et la bonne, je dirais, adéquation de la gestion des deniers publics et tout ça. Il a été vraiment très insistant là-dessus. Et il a même dit qu'il faut qu'on mette un terme à tous ces dysfonctionnements, à tous ces je dirais, en griffe, hein, ces malversations et toute autre forme de comportement qui n'honorent pas, ou du moins qui sont à l'encontre du bon fonctionnement de la société. Donc je crois que c'est un message fort qu'il a donné ce matin. Maintenant, on attend les actes qui vont suivre maintenant chez ce discours. Il tape du poing de l'État. Non, on est ravis donc d'entendre ça, sinon de lire ça, parce que jusque-là, on a toujours eu l'impression que le problème était réglé, soit en amont, soit en aval, mais il n'y avait jamais eu de réel point d'honneur donc sur le suivi. Et on en parlait la dernière fois quand on soulevait la question des audits, on disait faire des audits, constater, c'est bien, mais il faut prévenir. Justement, la suite, au lieu d'avoir à sanctionner, ce serait de suivre à la lettre ce qui se fait et comment est-ce que la gouvernance est mise en place. Donc on est bien content de lire ça et c'est la suite logique justement de cet engagement. Monsieur Beta, dans votre tête, ce n'est pas une énième déclaration,
Non, de bon, forme. moi j'ai dit ouf. Parce que vous savez, quand on a suivi Ouattara, on a suivi son parcours d'opposant, on nous a affublé ici que Ouattara, c'est celui qui a redressé l'économie de plusieurs pays, qui a fait en sorte que des pays comme, bon, je n'en citerai pas, ont retrouvé leur économie. Et il est venu 10 ans après, on voit tous ces audits-là qui relèvent un dysfonctionnement presque drastique de notre système de gestion au niveau de l'administration publique. Et on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, il vient pour nous dire que maintenant, il a décidé de lutter contre. On ne peut que dire, ouf, le Ouattara dont on nous a affublé, est véritablement venu. On espère que ça va se traduire dans les actes, mais pour moi, je pense qu'après un troisième mandat contesté et tout ce que nous avons pu constater, aujourd'hui, Ouattara veut revenir dans ce dont on avait parlé, dont on avait dit de lui qu'il était celui qui a la rigueur, qui a la gestion vraiment efficace pour nous sortir de tout ce que nous connaissons comme difficultés économiques en Côte d'Ivoire. On espère que ça va se traduire dans les actes et pour nous, nous observons et puis nous sommes encore sceptiques. Vous avez vraiment l'impression qu'à l'époque, vous lisiez des fables de La Fontaine? Non, pas celle de La Fontaine, celle de l'opposant Ouattara, aujourd'hui président. Donc nous lisons ça beaucoup parce que nous l'avons suivi. C'est vrai qu'on salue cette réaction-là du chef de l'État, mais aujourd'hui, je pense que la responsabilité, effectivement, on en parlait, dépend ou dépendait de ces dirigeants aussi, de ces chefs d'entreprise-là, qui malheureusement, pour certains, n'ont pas fait preuve de beaucoup de responsabilité, beaucoup de sérieux. Oui, Brice, ce que vous dites était juste, mais moi je voudrais peut-être rebondir un peu sur ce que Beta disait tout à l'heure. C'est vrai que dans le discours du chef de l'État de ce matin, il faut percevoir deux choses. Moi je pense que dans un premier temps, il faut percevoir l'aveu. L'aveu de ce dirigeant-là qui reconnaît effectivement que tout ne marche pas comme cela se devait. La preuve, lui-même, il évoque des irrégularités liées aux passations de marchés publics, des coûts élevés et inopportuns du recours à certains emprunts comptes bancaires, les comptes bancaires ne figurant pas dans les comptabilités d'entreprise, insuffisance au niveau du contrôle interne, dépenses injustifiées, montant élevé de dons, commissions et honoraires, non maîtrise de charges dans un certain nombre d'entreprises. C'est un aveu. Je pense que Ouattara, il montre aux yeux de tout le monde que l'administration, il reconnaît que l'administration ne fonctionne pas forcément comme cela se devait. C'est une reconnaissance. Mais en même temps aussi, pour moi, c'est un... Ça s'impose aussi à lui. Non, non. Il ne pouvait ne pas reconnaître ça? Il pouvait ne pas le dire. Non, il pouvait ne pas le dire aux yeux de tout le monde. Non. Soyons honnêtes. À un moment, ce n'est pas aujourd'hui que les uns et les autres se plaignent du fait que l'administration publique est gangrénée. C'est avéré. Il y a des gens qui l'ont dit il y a longtemps. Il a même mis des instruments de contrôle, comme quoi l'autorité de bonne gouvernance qui était chargée en tout cas de faire en sorte que ceux qui occupent de hautes fonctions puissent déclarer leur patrimoine. Il a mis un ministère de lutte contre la corruption et autres. Tout ça, c'est des volontés manifestes. Mais il pouvait rester je ne dirais pas un déni, mais ne pas le dire sur la place publique, même s'il le reconnaissait à demi-mot, mais ne pas le dire sur la place publique, mais prendre la responsabilité, venir devant toute la nation et dire ça, pour moi, c'est un aveu et c'est un signe d'humilité qui mérite à un certain niveau quand même qu'on puisse le marquer. C'est un signe d'humilité en ce sens qu'il reconnaît, sans même le dire, que les choses ne fonctionnent pas comme il se doit. Même si, quand il pousse son discours plus loin, il dit que, mais, il ne voudrait pas que cela serve à gauche chose, c'est-à-dire que c'est une infime partie de l'administration qui est concernée par toutes ces malversations. Ce n'est pas la grande partie, parce que les chiffres, quand même, les résultats ont été bons. Moi, je pense que ça aussi, il faut qu'on le note. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un aveu, c'est une preuve d'humilité et tout ça, mais finalement, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans sa propre stratégie. Beta a parlé de l'économiste. Et l'économiste, c'est celui qui va mettre en place déjà des moyens pour relever l'économie, mais derrière, des moyens pour pérenniser ces résultats qui ont été faits. La croissance à 2 chiffres, etc., ne saurait perdurer si on a toujours cette chaîne de corruption qui gangrène donc l'économie, tout le travail qui a été abattu derrière. Donc, il est impératif à un moment, ça aurait pu être maintenant ou l'année prochaine ou bien avant, mais à un moment, il a été impératif de pouvoir toucher du doigt ce problème que tout le monde savait tout bas. Allez-y. Non, pour moi, je ne le dirais pas, je ne partageais pas l'avis de mes confrères, de mes condisciples ici sur le plateau, parce qu'il faut le dire, cela résulte aussi de la gestion un peu, je dis, clanique du pouvoir. Je le dis et je mesure mes mots. Parce que de tout ce qu'on a observé, quand on parle de gabégie et de dysfonctionnement, il y a, dans les audits, ce qu'on a observé, certains même des responsables ne maîtrisent pas leurs fonctions. Certains qui doivent contrôler ne savent même pas ce qu'il faut contrôler. On a eu l'avantage de
participé à une formation qui a été donnée aussi à certains directeurs généraux et PCA d'administration. On a vu la lacune, c'est qu'on nomme des gens qui ne savent pas leur rôle. Leur rôle en tant que contrôleur, en tant que PCA. Donc, tu vois, c'est souvent ces genres de choses-là qui ont poussé à ce à quoi nous avons assisté, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a à faire en tant que PCA. Donc, il ne sait pas ce qu'il va contrôler. Donc, on constate... Mais c'est justement à ce problème que répond le lancement des appels à candidature. Oui, mais c'est maintenant. Non, je veux dire que c'est des constats qu'on a faits et aujourd'hui, on veut vraiment... On souhaite que ce soit réparé, parce que moi, toujours... Mais Beta, c'est justement quand tu dis que tu ne partages pas notre avis, moi, je pense que... Tu donnes de l'eau à mon moulin, en fait. Non, vous dites que... Non, j'explique. Là où je ne partage pas ton avis, c'est un aveu. Tu sais, ailleurs, les aveux, ça veut dire qu'il faut partir. C'est comme ça. Non, pas du tout. Non, je ne veux pas du tout. Pas du tout. S'il vous plaît, quand on parle de deniers publics, c'est la chose la plus sur laquelle tout le monde veille, parce que c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de tout le monde, et dès qu'on reconnaît que tu n'as pas bien géré, c'est bon. C'est là on dit non, ça suffit. Mais ça suffit. Il ne faut pas faire la différence entre la responsabilité et la culpabilité. Non, s'il te plaît. Je me souviens d'un de nos derniers premiers ministres qui disait responsable et pas coupable, mais responsable d'ailleurs. Parce que c'est pourquoi il a été démis en son temps, c'était responsable. Parce que tu n'es pas coupable, mais tu es responsable, donc on te démet. Voilà. Parce que tu n'es pas coupable, on n'a pas dit qu'il est coupable, mais pour que sa responsabilité engagée, là on dit ça suffit, tu as mais c'est ce que, mais Beta, je veux comprendre ce que tu veux au juste. Non, parce que quand on fait des audits, le président reconnaît son impuissance. On est en train de non, parce que là je te dis quelque chose. On constate qu'il y a eu des irrégularités, il y a eu des dysfonctionnements dans les entreprises publiques. Oui. Le gouvernement prend des mesures, le président prend des mesures conservatoires. Il suspend ces DG-là en attendant que la procédure suive son cours, si ça doit aller en justice ou pas. Et il décide désormais de pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures pour que le contrôle soit plus accéléré. Il reconnaît que les choses n'ont pas marché comme il se doit, mais en même temps, il ne reste pas juste sur le fait de reconnaître, mais il se donne les moyens désormais de pouvoir remettre les choses en ordre. C'est ce que je veux qu'en fait, on relève. Non. Parce que là, on ne va pas rester éternellement dans le rappel de ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas marché. Mais c'est ce qu'il fait justement, parce qu'il reconnaît déjà. Quand tu vois les mesures du gouvernement, il n'y a que... après les DG qui sont suspendus, certainement que les suspensions iront au PCA et au ministre. Mais jusqu'ici, aucun ministre n'a été suspendu pour mauvaise gestion. Bon, c'est un constat. Donc, quand on rappelle, ce n'est pas pour dire seulement que... c'est pour dire que faut aller plus loin. C'est un processus quand tu démets un DG. Quand les audits sont en train de se poursuivre et les résultats tombent. Quand on démet un DG, tu ne sais pas jusqu'à quel niveau ça va arriver. Mais c'est ce qu'on peut voilà, donc là, je me dis que le processus est déjà enclenché. Est-ce que les gens n'entendaient pas plus? Vous avez parlé d'émissions de ces suspensions de ces DG, qu'on a démis de leur fonction. Après, on s'est posé des questions sur leur suite ou la suite. Est-ce qu'ils allaient avoir droit à des poursuites judiciaires par rapport à toutes ces... Est-ce que l'argent qui a été détourné va être restitué? Il y a beaucoup de questions. Tout ça reste encore des questionnements. Tout ça reste encore des questionnements. Parce qu'aujourd'hui, une chose est sûre. Est-ce que nous, on peut inscrire dans un calendrier tous ces événements dont tu parles? C'est-à-dire que quand on a démis là, le gouvernement dispose de combien de temps pour enclencher un processus judiciaire? Est-ce que nous, on a ça? Est-ce que nous, on a ce calendrier? On n'a pas ce calendrier. Nous, on se dit que dès l'instant que les audits, les résultats tombent, et même la dernière fois, le porte-parole du gouvernement a dit, il a dit qu'on était en attente des résultats, mais que le gouvernement qui a commandité, lorsque les résultats viendront, prendra, en tout cas, en tirera les conséquences. Et aujourd'hui, on voit ce que le président est en train de dire comme engagement. Je pense qu'il faut qu'on regarde. C'est un engagement qu'il prend devant la nation. Nous tous, on va regarder, on prendra à témoin au moment opportun. C'est ce que moi je dis. Mais alors, déjà, il y a une volonté manifeste quelque part de... Ou bien il y a un aveu. C'est fort quand vous dites, c'est fort quand vous dites que c'est faire preuve d'humilité. Voilà. De dire que, oui, je reconnais qu'il y a des gens qui détournent. C'est fort, pourquoi? Pourquoi l'humilité, vous parlez d'humilité, c'est quoi? Mais vous savez que reconnaître le tort, même je ne parle même pas du président de la République, reconnaître le tort, c'est pas le bon gouvernance. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un est en train de reconnaître que quelqu'un reconnaisse du tort. On n'est pas forcément sur une reconnaissance du tort, ça c'est nous qui le disons, c'est nous qui l'interprétons comme ça. Ce qui est clair ici, c'est qu'une étude a été menée, parce qu'il y a forcément eu une hypothèse de base et tout ça. L'étude a été menée, on a eu des constats clairs. De ces constats, on a vu des sanctions qui auraient pu ne pas faire figure, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de corruption en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'on le sait tous. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que la continuité de tous ces événements montre l'engagement fort qu'il a de pouvoir mettre en place une vraie gouvernance. Et il parlait tout à l'heure de la responsabilité jusqu'aux ministres, mais c'est maintenant que les ministères sont engagés justement à faire la promotion de la bonne gouvernance.
Il n'était pas en vain. Mais Medina a parlé d'humilité. C'est maintenant qu'ils sont appelés à le faire. Je vous permets, Rayana, Michel et Élisée, de regarder cet extrait-là, donc de l'intervention du chef de l'État à propos de cette question. Pour ces entreprises, la gravité des dysfonctionnements exige, au-delà des mesures correctives déjà prises à l'encontre des dirigeants sociaux concernés, la mise en place d'un cadre renforcé de suivi et de contrôle de la gestion des entreprises publiques. Michel, C'est tout. cette phrase-là, vous vous attendiez à cette chute-là ou à une autre chute? Non, La mise en place d'un cadre... moi, je me dis, les cadres existent déjà. Élysée l'a dit ici, il y a le secrétaire de la bonne gouvernance, il y a plusieurs Mais mécanismes. si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Si ça ne fonctionne pas, On met en place d'autres cadres? on met encore d'autres cadres. On vient durcir justement ce cadre. Oh, bon, vous savez, nous sommes des observateurs avertis de la scène sociale et politique. Donc pour nous, quand on décide d'autres choses, après avoir mis d'autres choses, on se demande encore jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'il faut maintenant que... Jusqu'à ce qu'un modèle marche, peut-être. Non, moi je comprends l'attitude de Beta, que je ne condamne pas d'ailleurs, et qui est une attitude que plusieurs Ivoiriens partagent. Parce que justement, les politiques nous ont appris à ne pas leur faire confiance dans ce qu'ils disent, en tout cas dans la prise de parole de façon officielle. Donc je peux comprendre une telle attitude, mais en même temps aussi, je peux comprendre que, comme le disait Félix Houphouët-Boigny... Vous accordez le bénéfice du doute? Non, je vais poursuivre ma phrase. Je veux aussi, comme Félix Houphouët-Boigny le dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Qu'à un moment donné, on peut changer. Il faut aussi que cela puisse faire cas d'école. Arrivé un moment, on peut être d'accord, on peut se dire que on a été habitué à des grandes déclarations qui n'ont pas eu de suite, en tout cas par la suite, si je peux m'exprimer ainsi. Mais aujourd'hui, s'il dit, d'abord, moi je suis un peu la cohérence. Déjà la déclaration, le message à la nation du 31, il définit 3 priorités majeures sur 2022. Et dans ces 3 priorités majeures, l'une des priorités majeures, c'est la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 2 semaines plus tard ou un mois plus tard, il vient et dit que j'ai constaté des dysfonctionnements dans la manière dont les entreprises publiques sont conduites. Et donc, on a pris un certain nombre de mesures. Mais pour aller plus loin, on va établir des cadres, on va instaurer des cadres législatifs. Il poursuit parce qu'il y a des éléments certainement législatifs qui manquent dans le dispositif. Donc, on va essayer de mettre tout ça en ordre, tout ça dans le but d'assainir l'environnement, la gestion publique. Bon, on peut déjà, même si c'est vrai qu'on a été sceptique, mais au moins accorder le bénéfice du doute et puis voir ce que l'avenir va nous donner. Moi, c'est ce que je dis. Justement, je vous disais, bénéfice du doute. Bénéfice du doute. Voilà. Parce que vous avez dit les imbéciles ne changent pas, mais ils sont longtemps restés quand même imbéciles. Donc du coup, on se pose des questions sur le changement quand même. Vous utilisez juste l'expression. Hein. Non, voilà. C'est juste l'expression. Une chose est sûre. Une citation du président Fou, il faut aussi exactement, dire, exactement. Faut donc je vais la garder. Ne change pas. Voilà, on l'a bien compris. Mais ce qu'on va noter aujourd'hui, et ça c'est un fait, hein, c'est la fermeté qu'affiche le chef de l'État face à cette situation-là. C'est vrai qu'on peut justifier ou critiquer et la cohérence dans la concernant suite l'humilité des ou pas. événements. La cohérence Il y a de dans la la suite cohérence, des événements. mais surtout il y a la fermeté. Donc je crois que c'est un signal fort que le président entend envoyer aux autres. Il y en a qui sont sceptiques, il y en a qui ne voulaient pas changer. Je pense qu'après avoir Même entendu... psychologiquement, ça aura un effet. Même psychologiquement, ça aura un effet. Psychologiquement, ça doit avoir. Le chef de l'État a dit. Et il a même poursuivi pour dire « j'instruis le Premier ministre ouais. ». J'instruis le Premier ministre. Oui, et on a vu le Premier ministre. Je suis d'accord, j'ai entendu. Bon, en tout cas, le peuple, lui, c'est vrai, il attend que les choses changent, que le changement soit palpable, soit visible, soit concret. C'est ça. Bon. Dans le changement, certains souhaitent même que les coupables soient arrêtés pour donner vraiment l'exemple et que ce signal-là soit vraiment bien passé, il soit très très fort. Bon, alors, messieurs, je pense qu'avec votre permission et celle de nos téléspectateurs, d'ailleurs qui sont très nombreux à nous regarder également sur nos pages des réseaux sociaux, on va mettre fin à notre petit débat et passer à notre revue et entendu du soir. Notre revue et entendu nous vient de la plateforme numérique l'infodrome.ci. Publication donc de la plateforme Infodrome sur sa page Facebook en date du 25 janvier 2022. Réponse d'Eto aux accusations de tricherie en faveur du Cameroun à la CAN 2021 en cours. J'ai mérité toutes mes victoires dans les stades.
Je n'ai jamais accepté la tricherie et je ne l'accepterai jamais. On rappelle que beaucoup de commentaires sont produits à la suite de cette rencontre qui a opposé le Cameroun aux Comores. Il y a eu beaucoup d'encre et de salive autour des tests Covid qui ont éliminé 12 joueurs, on l'a dit, de l'équipe du Comore, un arbitrage... Dans l'ensemble des gardiens de but. Dans l'ensemble des gardiens de but, l'entraîneur, après une règle de la CAF, dit-on, qui a été modifiée à quelques heures du match. Tout cela a amené une partie de la population à estimer que le Cameroun, permettez-moi l'expression, ne jouait pas franc jeu. Et à toutes ces supputations, à toutes ces accusations, eh bien Samuel Eto'o dit « je n'accepterai pas la tricherie », donc tout ce qu'on dit, ils ne se sentent pas très concernés. Surtout qu'il rappelle quand même que ce n'est pas le Cameroun qui a le contrôle de l'agence qui effectue les tests, mais que c'est plutôt la CAF. Donc la responsabilité n'est pas directement affiliée au Cameroun, mais plutôt à la CAF. Vous voulez que je donne la réaction d'un téléspectateur à la maison quand il vous entend, c'est on connaît ça. Non, mais moi, il faut qu'on aille sur des faits. Oui, mais je suis d'accord. Moi, je me pose des questions. Quand on dit oui, l'agence est sous le contrôle de la CAF, qu'est-ce que je dois comprendre par là? Est-ce que tous ceux qui font le test viennent de la CAF? C'est-à-dire que la CAF a mis en place un comité de gestion des tests qu'il a pris, qui n'est pas du Cameroun, venu d'ailleurs pour exclusivement faire ces tests. Parce que même si la suspicion, toute cette suspicion-là vient du fait que, extraordinairement, constat a été fait que lorsque les équipes jouaient contre le Cameroun, eh bien, c'est là qu'il y avait de grands nombres de joueurs qui étaient détectés Covidés. Voilà, pour utiliser l'expression. Et on revient à votre question, Élisée Boulgoul. Ça peut être une coïncidence. Oui, ça peut être une coïncidence. Nous, on ne dit pas de prime abord que c'est ce qui se passe. Mais je pense que les interrogations sont légitimes. D'où vient-il qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a des équipes qui doivent affronter le Cameroun, on se retrouve à une telle situation? Moi, c'est déjà la première question. Deuxièmement, quand on me dit effectivement que l'agence est sous le contrôle de la CAF, je veux bien comprendre. Je suis un citoyen lambda, je veux comprendre comment ça fonctionne. Quand on me dit l'agence est sous le contrôle de la CAF, je prends un exemple simple. On est en Côte d'Ivoire, l'INHP, voilà, qui fait comment on appelle, pardon, l'Institut Pasteur, qui fait le contrôle des tests. La CAF vient organiser la CAN. La CAF dit OK. Pour tout ce qui concerne les joueurs, c'est l'Institut Pasteur qui fera les tests. Mais l'Institut Pasteur est un institut qui existe en Côte d'Ivoire, qui existe bien en Côte d'Ivoire, qui fait les contrôles en Côte d'Ivoire, qui est dirigé par des Ivoiriens et qui font le test. Même si la CAF dit que tous les joueurs qui viennent, c'est l'Institut Pasteur qui doit faire le test, mais ça n'enlève rien au fait que l'Institut Pasteur soit contrôlé par les Camerounais. Donc je voudrais bien qu'on me donne la nature et l'ossature de ce centre-là pour que je comprenne réellement et que peut-être tout doute soit levé. Ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose qui, pour moi, semble être aussi flagrante, quand on est en face d'une équipe, où on est dans une compétition, où on a 12 joueurs d'une équipe qui sont covidés, et où tout l'effectif, ou du moins tout l'ensemble des gardiens de but, mais logiquement la CAF doit prendre une décision. Soit ce match-là il est reporté, soit ce match-là on le reporte pour que les uns et les autres soient de la quarantaine, espérer qu'ils soient de la quarantaine pour qu'on joue. Mais on ne peut pas. Mais ça, c'est inédit dans le monde. On parle du nombre, là. On va nuancer un tout petit peu parce que là, par exemple, on parle de 12 joueurs des Comores. C'est extraordinaire. Je veux dire, le nombre quand même peut faire peur. Mais il y a eu quand même 7 joueurs. Voilà. Dans le match, 7 joueurs tunisiens. On peut dire que ce n'est pas que le Cameroun. Après, on nuance un tout petit peu. Non, on est d'avis. C'est peut-être un coup du sort. Non, que ce soit le Cameroun ou nos amis comoriens. Là où on se rejoint, c'est que justement, ces concours de circonstances ont sûrement avantagé le Cameroun. Donc, ce qu'on peut permettre aux gens de pouvoir dire, c'est que le Cameroun peut-être n'aurait pas mérité sa victoire ou que sa victoire aurait été facilitée par un concours de circonstances. Mais on ne peut pas comme ça affirmer que c'est de la tricherie. Rien ne nous dit que c'est de la tricherie. Et il faut se baser sur des faits qui sont officiels. Quand on nous dit que l'agence qui s'occupe des tests est sous la responsabilité de la CAF, ce n'est pas pour nous dire que l'agence n'est pas sur le territoire camerounais. Elle peut être sur le territoire camerounais. Mais même dans ce cas de figure, ce n'est pas le Cameroun qui va demander à l'agence de donner des faux tests positifs. Je ne sais pas si on se comprend sur ce point. On ne dit pas que ceux qui avancent la thèse du complot de la tricherie ne disent pas que le Cameroun est allé dire, ou du moins le Cameroun a donné. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Vous savez. Donc comment est-ce que le Cameroun influerait Pour ceux qui ont suivi les compétitions en Afrique, on a eu quand même un peu de privilèges. Même, je ne parle même pas en Afrique, même nos championnats nationaux. Pour parler des compétitions africaines sur le continent, on sait généralement comment ça se passe.
Est-ce que vous savez qu'en Afrique... C'est de la spéculation, monsieur Bouloupeu. Non, mais je j'aimerais bien qu'il aille au bout, Non, ouais. je vais en finir. Oui. Je ne dis pas qu'il y a forcément de la triche, mais il y a de l'influence. Il y a de l'influence. Et je vous dis... Il Mais donc, pourrait c'est pas- y avoir de l'influence. Oui. Vous voyez Non. Samuel Eto'o en Que train c'est d'aller toujours pas de la dire... triche. Vous voyez Non, Samuel mais Eto'o en je ne dis train pas d'aller Samuel dire... Eto'o, Mais Je ceux-là ne dis qui pas sont qu'il a chargés de le influencé, c'est faire, ce que je dis. s'ils Je se dis sentent qu'il a plus, ils se sentent plus Mais camerounais excusez-moi, que l'influence dont on chose parle. acteur de la CAF. Ils vont faire Oui, dans mais sorte que... l'influence dont on parle, ce n'est pas seulement dans le cas du Cameroun que ça se passe. Vous parlez vous-même des pays, on a l'habitude d'être dans la Mais CAF, on est au on connaît Cameroun, nos dans un pays. contexte précis. On est au connaît- Cameroun. Oui, vous dites, Voilà, on on est est, joué la CAN. vous dites on est dans un contexte africain, on sait comment ça se passe. Donc ce n'est pas forcément le Cameroun qui a triché. Ce sont des concours de circonstances qui avantagent le Cameroun. Je ne sais pas si on se comprend. Non, c'est pas ce que je dis. C'est ce qui s'interprète facilement comme une tricherie. C'est ce qui s'interprète, mais ce n'est pas forcément ce qui... Mais personne C'est n'a ce qu'on dit- veut dire. Nous, on n'est pas en train de dire qu'il y a eu de la tricherie. Nous, on dit qu'il y a des concours de circonstances. Et on se pose Qui des sont questions. troublants. Oui, on se dit qu'il y a des éléments quand même de questionnement qui certainement vont nous amener à soit confirmer qu'il y a effectivement une volonté de tricherie ou il n'y en a pas. Il y a des questions qui restent Voilà. posées. Pour nous, il y a encore des points d'interrogation qui Naturellement. méritent qu'on puisse apporter des réponses. C'est ce que Bon, je dis. vous avez déjà ça une première m'étonnerait qu'on ait réponse de de vraies Samuel réponses, Eto'o hein. qui dit Oui. en tant que joueur, il n'a pas triché, donc rassurez-vous, Le cas de la il Tunisie. n'admettra pas que la tricherie se fasse concernant l'équipe du Cameroun. C'est une réponse? Est-ce qu'il dirait autre chose? Non, mais, c'était le cas. mais Samuel Eto'o est certes le président de la Confédération camerounaise de football. Avec un foot? Mais Samuel Eto'o ne dirige pas toute la compétition de la CAN actuellement au Cameroun. C'est pas lui, il n'est pas le président du comité d'organisation de la CAN. C'est pas lui le président du comité d'organisation de la CAN. Il est certes le président de la mais ça va au-delà de lui. Donc peut-être que lui n'est pas le tricheur, parce qu'il a mérité ses victoires sur le terrain. Mais est-ce que tout le staff, tous ceux qui sont engagés dans la compétition ont le même état d'esprit que lui? Donc ça, il ne parle que pour lui. Et là, on le lui Donc je pense qu'il reconnaît. aimerait bien que Et là, on le lui l'État reconnaît. camerounais aussi nous fasse une Voilà, on sortie. le lui reconnaît. Ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il a été vraiment un combatif sur le terrain. Il a mérité ses victoires et on l'acclame. Et c'est même un digne fils, un digne ambassadeur de l'Afrique. Et ça, on le dit. Est-ce que vous allez accepter Mais de ça leur va au-delà. accorder le bénéfice du doute, monsieur? On ne les a pas accusés. Parce que quand tu me dis est-ce que je peux l'accuser le bénéfice, c'est comme si je les accuse. Je dis Mais vous dites non. Samuel Eto'o, Non, vous dites clairement que Samuel Eto'o n'est peut-être pas un tricheur, mais il n'est pas le seul dans la chaîne. Il n'est pas le président. Ce que je dis, c'est des faits. Est-ce que c'est le président de l'organisation de la CAN au Cameroun? C'est pas lui le président du comité d'organisation. C'est pas lui. C'est le ministre. Voilà, c'est pas lui, il y a d'autres autorités. Donc voilà, il a sa chasse gardée, il a un périmètre qu'il gère, mais il ne gère pas tout. Il faudrait qu'on puisse avoir des sorties donc à tous les niveaux de l'échelle de responsabilité pour adoucir le cœur d'Élysée ce soir. Oui, parce qu'il a une autre raison. Si ce n'est pas Eto'o, c'est quelqu'un d'autre. Il a une autre raison, on en parlera. Forcément Il a une autre raison d'en vouloir à un maillon de la chaîne au Cameroun. On en parle tout de suite après la pub. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du Live Talk. Merci d'être toujours en notre compagnie. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Nous a rejoint donc pour la deuxième partie de ce talk. Eh bien, j'ai failli dire le Kwakwato sportif. Je ne dirais pas comme ça. Prince Akabla, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, Brice. Vous avez utilisé quoi comme terme tout à l'heure? Un observateur averti de la scène footballistique, même si je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même un pincement au cœur, parce que je rappelle que les éléphants de Côte d'Ivoire, j'aurais utilisé l'expression sont tombés, mais non, je ne suis pas d'accord avec l'expression ils sont pas sont tombés. tombés, non. Ont perdu un match contre les pharaons d'Égypte. Alors déjà, ont dignement perdu un match contre les pharaons d'Égypte. Père dignement, hein. Je vais citer à ce propos donc un message de M. Tidiane Thiam, qui a dit: nos éléphants se sont bien battus, nous devons être élégants dans la défaite, soutenir notre équipe, féliciter les vainqueurs et nous préparer pour la prochaine CAN. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler. Bon, le message est beaucoup plus long, mais on va retenir déjà. Quel sentiment aujourd'hui qui vous anime au soir de cette défaite des éléphants? En tout cas, moi, c'est la fierté. Moi, je suis amer, voilà, parce que c'est une équipe qu'on n'arrive pas à battre. Je dis, les rencontres face à l'Égypte se suivent et se ressemblent, malheureusement, pour la sélection ivoirienne. Donc ça devient, je dis, un problème psychologique, mental, qu'il faudra essayer de résoudre au plus vite. L'expression dit faut vaincre le signe indien, et nous on dira faut vaincre le signe égyptien. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que ça cesse. Oui, c'était le 11e match de notre confrontation directe avec l'Égypte en CAN. On n'a qu'une seule victoire. Avec aujourd'hui les 4 derniers matchs, on sort toujours perdant. Ça fait lourd.
Rien ainsi. Votre présence sur le plateau est un autre symbole de cette adhésion extraordinaire de la jeune féminine autour des matchs des éléphants. Au début, le foot, on a coutume de dire ça n'intéresse pas beaucoup les femmes, mais on constate de plus en plus que cette discipline-là et surtout les prestations des éléphants de Côte d'Ivoire, eh bien, intéresse de plus en plus les femmes. En dehors de l'aspect justement un peu sexiste qui se cache derrière la question, il faut dire que les femmes ont toujours été intéressées par les matchs de Côte d'Ivoire en tout cas. Pour le foot, moi je prends mon cas, le foot en général ce n'est pas forcément mon quotidien, mais quand il y a un match de Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on a tous cet intérêt un peu patriotique, un peu, j'ai envie de dire, c'est vraiment un attachement qu'on a pour les éléphants. Et comme on le disait tout à l'heure, découragement n'est pas ivoirien. Donc on a toujours tous ce petit espoir en fait qui mûrit en nous à chaque fois qu'il y a un match des éléphants. Ouais. Je peux vous dire que ma femme à la maison, elle est très découragée. Après, c'est vrai qu'on est très dans l'émotion. On est très dans l'émotion. Donc, vous avez peut-être des connaissances beaucoup plus techniques et tout ça. Donc, vous avez une autre façon de regarder les matchs. Nous, on est vraiment dans l'émotion. Il a tiré, c'est pas rentré, on crie. On ne sait pas pourquoi. Okay. Voilà. Et surtout, c'est qu'il faut dépasser cette émotion-là. Et là, je voulais m'adresser à ma femme. Parce qu'il faut bien qu'on mange le soir. Trop d'émotions quand même. Alors justement, j'ai sorti une phrase de notre éditorialiste Maï Mike qui nous dit « La passion du foot n'a pas de genre ». Très bien dit. Très bien dit. Élisée Bouloubé, vous avez parlé de fierté? Oui, faut dire, pour être honnête, moi, c'est l'une des rares fois, et je pense même que peut-être c'est la première fois, honnêtement, que les éléphants sont éliminés. Et sincèrement, je ne vois pas le ciel me tomber sur la tête. Ça veut dire, oui, j'en ressens même avec beaucoup plus de fierté. Il y a de la tristesse d'avoir perdu un match. Oui, il y a de la déception parce qu'on aurait souhaité poursuivre la compétition. C'est une réalité. Mais en même temps, quand on regarde la prestation que nous ont servi ces jeunes gens, dans le contexte, il y a de quoi vraiment être fier. N'oublions pas que le stade Japoma était acquis à près de 80-90% à la cause des Égyptiens. Il suffisait juste que les Égyptiens touchent une balle, tout le stade était en branle. Mais les enfants ont fait preuve d'un mental fort. Ils ont tenu la dragée haute à l'Égypte. Ne prenons pas le vu que l'Égypte, quand même, ce n'est pas une nation quelconque en Afrique. C'est elle est la nation qui a remporté même le plus de trophées, 7 trophées. Donc, ce n'est pas une nation quelconque, alors que nous, on a juste 2 étoiles sur notre maillot. Avec un donc, des meilleurs joueurs. Tenir la dragée haute à cette équipe-là, qui est en son sein le meilleur footballeur africain à l'heure actuelle, Mohamed Salah, je pense que les joueurs méritent quand même d'être félicités. C'est vrai que le football... Et l'épreuve des tirs au but... Le football reste ce qu'il est. Le football reste ce qu'il est. Très souvent, malheureusement, il fait des caprices. Ceux-là qui jouent le mieux ne sont pas forcément ceux-là qui gagnent les matchs. Et je pense que c'est ce qu'on a un peu vécu. Voilà pourquoi moi, je crois que c'est vrai, on est déçus, mais en même temps, rapidement, il faut retrouver le moral. Parce que là, on a des échéances plus importantes d'ici une année, les 12 mois prochains. Il va falloir encore être vraiment costaud dans la tête. Parce que les acquis qu'on a obtenus aujourd'hui, il faut capitaliser dessus pour qu'on ait vraiment une CAN extraordinaire qui se jouera en plus à domicile. Vraiment une équipe compétitive qui pourra nous garantir le trophée. On va aller au deuxième point tout à l'heure, mais on va un tout petit peu parler de ce que vous disiez tout à l'heure. Malheureusement, il y a une forme de logique dans le football qui voudrait que ceux qui ont fait une très bonne prestation pendant le match, malheureusement, Eric Bailly impérial tout au long du match, malheureusement, eh bien... Et même, il faut signifier qu'Eric Bailly a joué avec un casque, ce qui n'est pas de ses habitudes, parce qu'il a eu des points de suture sur l'avant-dernier match. L'avant-dernier match qu'on a joué contre la Sierra Leone, où il a eu des blessures. Donc, il joue, vraiment, c'est héroïque ce qu'il a fait ce soir, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aller au bout de ses tripes comme il a fait ce soir. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait qu'on ne gagne pas? Le spécialiste. Pourquoi on ne gagne pas? Quand on a fait toute cette prestation. Pourquoi on ne gagne pas? D'abord parce qu'on tombe contre l'Égypte qui a joué son meilleur football depuis le début de la compétition. Ils ont été vraiment disciplinés au plan tactique. Et je peux dire que la sortie de Kessié nous a beaucoup secoué. Parce qu'on jouait avec 2 joueurs, je vais dire au niveau offensif, qui montaient beaucoup plus Kessié et Sangaré. Mais lorsque Kessié est sorti, Seri, qui devait remplacer Kessié, s'est retrouvé à jouer son même poste plus bas aux côtés des Seri. Donc il y a un déséquilibre. Oui, donc ça nous a vraiment empêché de continuer d'aller de l'avant. Mentalement, quand même, on ne s'attendait pas si tôt, en tout cas, à une sortie de Kessié. Il faut réorganiser le dispositif. Souvent, ça occasionne, on a même vu, une perte au niveau du rythme. Oui, mais il faut le dire, moi je dis qu'après notre sortie avec l'Algérie, moi vraiment j'étais déjà content.
Je me dis que lorsqu'on a gagné l'Algérie et puis le score, la prestance des joueurs, j'étais déjà content. Il faut ajouter que l'Algérie est le détenteur du trophée. Voilà, et puis c'est lui qui l'a sorti là-bas la dernière fois. Donc j'étais déjà content et puis, quand on est arrivé maintenant sur l'Égypte, bon, je regardais ça, je me dis, bon, ils vont nous montrer encore de quoi ils sont capables et ils l'ont fait quand même. Hein. Ils sont arrivés jusqu'au tir au but. Bon, malheureusement, ça n'a pas été ce que nous espérions, c'est le football. Hein. Il faut qu'il y ait un perdant, il faut qu'il y ait un gagnant. Comme Élisée l'a dit, il faut chercher tout naturellement, maintenant même à capitaliser ce que nous avons. Il faut qu'on continue de soutenir notre équipe parce que ces jeunes gens, moi je pense que quand on les soutient, ils ont un moral fort. Parce qu'on l'a vu avec la prochaine question. Quel avenir pour ces éléphants-là? Est-ce qu'on garde cette configuration? Parce que l'entraîneur aussi, on en parle. Il avait été à un moment donné décrié. Je sais qu'en Égypte, lors d'une défaite comme ça, le sort de l'entraîneur se joue dans les 15, les 20 heures qui suivent. Mais que fait-on de Baumel? Je dis malheureusement, je ne pense pas que Baumel va rester. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis 1992, peut-être avant, on n'a jamais eu d'entraîneur pour faire 2 CAN de suite. C'est-à-dire qu'un entraîneur en Côte d'Ivoire n'a jamais fait 2 ans. Baumel est venu là pour 1 an, on a 1 an passé. L'équipe qu'il a envoyée, je dis, n'est plus là. C'est un nouveau président de fédération qui va venir. Et avec cet échec-là, je sais que malheureusement, avec nos habitudes, ce n'est pas Baumel qui va aller à la CAN 2023. Parce qu'on n'a pas cette habitude de continuer avec un entraîneur sur une durée de 2 ans. Surtout que là, il s'arrête en 8e de finale. Donc le précédent avait fait quart de finale, Camara. Il a été limogé. Avant ça, 2017, premier tour. Il a été aussi limogé du Suyer. Donc je pense que malheureusement... Et c'est le cas de demander, alors Baumel ou pas Baumel, l'avenir des éléphants eux-mêmes, parce que quand on regarde déjà le contexte dans lequel ils sont partis, on n'avait que très peu d'espoir pour la majorité, mais on se rend compte qu'ils sont pas mal déterminés. Donc quand on a fait un parcours comme ça en CAN 2022, qu'est-ce qu'on espère voir en CAN 2023 ? En 2023, les éléphants vont évoluer à domicile, donc ils n'auront pas d'autre choix. Bon, je vais dire, ce sera le même objectif que cette année. Mais je dis en termes d'évolution, de progression, il faut être honnête, on ne progresse pas. 2015, on a été champion. 2017, on a été éliminé au premier tour. 2019, on va en quart de finale. En 2021, on régresse encore en 2021, en 8e. On ne progresse pas. Et dit qu'on sera favori pour remporter à domicile en 2023, honnêtement, ça sera compliqué. Parce qu'il y a très peu de temps pour pouvoir travailler. La compétition est en juin. Donc on aura autour de 1 an, 5 mois, ce sera très difficile pour s'affirmer, je dis, comme un favori naturel. Mais cette équipe, effectivement, a de la qualité. Ils ont montré, surtout sur cette compétition, sur les 4 matchs disputés, qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Donc, ce sera vraiment aux joueurs de pouvoir continuer à progresser. Raphaël JB qui nous suit sur les réseaux sociaux, qui est très énervé en ce moment, eh bien, disait simplement il faut demander aux joueurs ivoiriens de pouvoir, à un moment donné, commencer à apprendre à lire le jeu des Égyptiens. Parce que peut-être que... C'est ça, parce qu'il nous explique que sur 11 face-à-face, oui, c'est ça, on n'en a gagné qu'un. Mais finalement, peut-être que les Égyptiens ont compris un peu la manière de jouer des éléphants et que c'est toujours la répétition. Est-ce que les éléphants finalement comprendront la façon de jouer des Égyptiens? Et puis quand on évolue sur le débat, bon, on parlait de Baumel, le prochain enjeu, c'est qu'on va dire dans 1 an, l'enjeu majeur qui est la CAN 2023. Est-ce qu'il est judicieux aujourd'hui de limoger un entraîneur, en tout cas si ça devait être le cas, d'en prendre un autre qui va maintenant encore faire une période d'adaptation avec cette équipe-là, qui va, elle, découvrir un nouvel entraîneur? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas garder cet entraîneur-là pour maintenir une forme d'harmonie, de cohésion et surtout de continuité dans le travail? Élisée. Ben moi pour être honnête, je pense que quand on choisit un entraîneur, généralement, c'est des objectifs qu'on lui fixe. Il y a un cahier des charges, c'est sur cette base-là qu'on choisit l'entraîneur. Généralement, quand la fédération choisit, il te dit, bon, ok, tu nous qualifies pour le mondial, c'est ton cahier des charges. Si tu ne te qualifies pas pour le mondial, logiquement, ton contrat s'arrête. Parce que c'est sur quoi on s'est entendu. Où on dit, bon, tu nous envoies à la CAN après le premier tour. C'est ce qui est. Donc, je crois que dans les objectifs fixés à Baumel, logiquement, les objectifs ne sont pas totalement atteints. Donc, la fédération est en droit aujourd'hui de pouvoir lui dire non, on te remercie. C'est une réalité. Maintenant, quitte à savoir, est-ce qu'il faut qu'on le maintienne ou bien qu'on le limoge? Moi, je pense que
qu'on le maintienne ou qu'on le limo, si on doit le maintenir, il faut que ça soit traité le plus rapidement possible, qu'il soit rassuré là-dessus et qu'il continue, il se mette déjà au travail. Si on doit le limoger, que ça se fasse aussi rapidement pour que le nouvel entraîneur prenne le contrôle de l'équipe et que dans les prochains 12 mois ou les prochains 14 mois, il puisse véritablement faire asseoir une équipe. Aujourd'hui, on a quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Comme je le dis, il y a des acquis sur lesquels il faut capitaliser. Il y a des acquis sur lesquels il faut capitaliser. Nous sommes en train de reconstruire une équipe qui, moi, aujourd'hui, finalement, je peux dire, on a une équipe. Ces jeunes gens-là, c'est vrai qu'ils sont pour la plupart, moyenne d'âge autour de 27 ans, 26 ans, comme on l'a dit, mais sont des leaders dans les équipes. C'est-à-dire qu'ils jouent au haut niveau. C'est-à-dire que c'est des joueurs expérimentés. Mais quand vous en parlez comme ça, permettez-moi de vous arrêter un tout petit peu, parce que j'ai lu un commentaire d'un internaute là, qui nous dit qu'il y a des joueurs, effectivement, qui sont dans des grands clubs, mais il faut peut-être apprécier leur temps de jeu. Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu. Bon, Abdourahmane Danyugo nous signale que Baumel sera là. Voilà, il tient à vous le dire. Baumel sera là. Mais Isaac Bowie Chester, lui, nous dit, est-ce que le problème de l'équipe ivoirienne n'est pas le mental? Parce que quand on voit cette équipe-là qui commence, comme ils disent certains commentaires ici, qui commence en fafa et qui finit en flûte, est-ce qu'au niveau du mental, on est très costaud? Non, moi je pense que c'est fait un procès qui n'est pas juste à nos éléphants. En tout cas, pour ceux que j'ai vus, c'est vrai que par le passé, il y a des années en arrière, quand on voyait l'évolution de l'équipe, on pouvait le dire. Mais aujourd'hui, je pense qu'à un certain... qu'ils se battaient pas sur le terrain. Parce que c'est facile aujourd'hui, après qu'on ait perdu au tir au but, de dire que peut-être les gens prennent le mental. Mais quand on se rappelle 5 jours en arrière, face à l'Algérie, qui est détentrice du trophée, est-ce que là, on pourra dire qu'ils ont un mental haut? Donc, mais j'avoue qu'on jouait quand même face à l'Algérie déjà qualifié. Non. On était déjà qualifiés. Non, c'est pas ça. Mentalement, on était plus libre. Non, ça c'est ce que tu dis. Il y a des gens qui apparemment pensaient qu'ils étaient déjà qualifiés, mais après le résultat des autres qui ont suivi, les ont éliminés. Donc je pense que le niveau, on l'a quand même élevé. Moi, je veux pas ce procès-là, je ne le trouve pas trop juste pour nos joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, l'une des choses qu'il faut faire, comme je le dis toujours, il faut qu'on arrive à donner de la confiance déjà à ces jeunes gens, qui pour moi sont de très bons joueurs, parce que pour la grande, c'est vrai, s'il y a beaucoup même qui n'ont pas de temps de jeu dans leur club, mais il y a aussi un bon nombre quand même qui dans leur club sont des cadres réels même dans le club, ceux qui aujourd'hui, dont l'absence même en venant à la CAN, en train de peser vraiment sur leur équipe. Il y en a. Maintenant, c'est de construire autour de cette équipe-là l'environnement qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde de vue une chose, le fait qu'aujourd'hui, on est des guéguerres dans la fédération et qu'on soit soutenu, ce n'est pas des choses qui sont de nature à stabiliser une équipe sur du long terme. Donc il faut rapidement qu'on sorte de ces situations-là, qu'on stabilise notre fédération et qu'on entoure l'équipe de toutes les commodités dont forme de sérénité autour de l'équipe. Voilà, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une chose peut-être qui peut être profitable pour nous, le fait qu'aujourd'hui, on ne soit pas allé au mondial, qui peut pour certains être comme un handicap, mais sur lequel on peut capitaliser. Le fait qu'on n'aille pas au mondial peut nous emmener réellement à dresser un calendrier de préparation assez dense pour pouvoir certainement aller à la compétition. Prince Akabla, Michel est certainement Élysée, Rihanna, bon, un peu moins. J'ai une préoccupation justement que je partage avec vous. Elle émane donc d'un téléspectateur, il s'appelle Habib Papis Gay, qui évoque une question de manque de leader, pour dire... au niveau de l'équipe d'Égypte, on a Mohamed Salah. Au niveau du Cameroun, on a Aboubacar Vincent. Mais en Côte d'Ivoire, il dit que l'équipe de Côte d'Ivoire manque de leader. Est-ce que vous partagez son point de vue? Sinon, s'il y a un leader, c'est lequel? Manque de leader, ce serait trop facile de le dire. Il y a quand même le capitaine Serge Aurier. Voilà. Il y a Sérédier qui a joué assez de matchs. L'équipe a quand même des personnes référentes. Donc, on parle de leader. Oui. On parle de leader. Oui, comme à l'époque, on avait un Didier Drogba. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. On parle d'images fortes qui représentent justement ce leadership dans l'équipe. Comme un pas Mohamed forcément Salah, de comme un Aboubacar Vincent. Vous pensez que dans l'équipe, je pense que ce sont les deux. Voilà, parce que les autres, en termes de charisme, bon, ils n'ont pas encore l'aura de, comme vous l'avez dit, d'un Didier Drogba, d'un Yaya Touré et tout. Mais je ne pense pas que ce soit un manque de leadership au niveau de cette équipe. Moi, je suis aussi d'avis. Je pense que c'est parce que là, je crois que très souvent, c'est vrai quand on arrive à ces situations, il y a des défaites, là, chacun il va de son commentaire, on oublie souvent d'être assez lucide. On a eu Didier Drogba dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Didier Drogba était un leader charismatique, mais on n'a jamais remporté de CAN avec Didier Drogba. Il a fallu que Didier Drogba quitte et qu'on ait l'impression de ne plus avoir de leader pour qu'en 2015, on prenne la CAN. Donc, pour la question de leader et de leadership, pour moi, c'est des éléments, c'est vrai, qui peuvent compter, mais qui, pour moi, ne sont pas décisifs pour amener une équipe au sommet de la compétition. Moi, je ne le pense pas. Pour moi, c'est prendre un raccourci. On peut avoir des joueurs motivés qui n'ont pas forcément un leader charismatique ou bien des grands auras, mais aujourd'hui, dans l'équipe de Côte d'Ivoire, on a quand même un leader.
On a vu aujourd'hui, lorsqu'on est arrivé à la seconde période de prolongation, on a vu comment il s'appelle Sérédier. Un Sérédier remotivé où tout le monde était autour, qui donnait des conseils et tout le monde sentait que vraiment on avait cette haine. Donc on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de leader dans l'équipe. Non, il y a un leader. Maintenant, ce qu'il faut, comme je le dis, aujourd'hui les enfants ont montré, quand bien même encore, pour prendre encore au contre-pied, celui qui est en train de parler, on n'a pas de leader, mais on a produit un football qui, à mon sens, quand même, a mérité aujourd'hui une reconnaissance sur le continent. Donc, c'est pour dire qu'à ce niveau-là, il faut qu'on entoure notre équipe de cette homogénéité dont elle a besoin. Comme je le dis, dans le management, il faut rapidement que dans ce management, on stabilise les choses. Et puis, il faut redonner de la confiance à ces jeunes gens. On a dans l'équipe de Côte d'Ivoire, mine de rien, le meilleur buteur de la Champions League à l'heure actuelle. Oui. Devant Cristiano Ronaldo, devant Lionel Messi, on a le meilleur. Et ce qu'il est en train de réaliser, c'est un record qu'on peut compter du bout des doigts ceux qui l'ont réalisé après le premier tour. Donc, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est quand même une équipe quelconque. Ce n'est pas vrai. Elle est un leader. Et je pense que l'équipe. Alors, quand on entend justement tout cet optimisme, j'ai envie de demander, quand on regarde le schéma Côte d'Ivoire-Égypte, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire avait vaincu l'Égypte, est-ce qu'on aurait pu remporter la CAN? Au regard de toute cette détermination dont tu parles, au regard de tout ce potentiel, de ce leadership et tout ça, est-ce qu'en dehors de l'Égypte, il y avait d'autres freins ou est-ce qu'avec l'Égypte, on aurait remporté la CAN? Non, on peut pas de go dire que parce qu'on a battu l'Égypte, on remporte en même temps la CAN. Vous savez, le football, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. À supposer même que les éléphants ont fini de battre l'Égypte aujourd'hui, et puis au prochain match, on dit qu'on a 11 Covidés, qui sont nos 11 meilleurs joueurs. C'est encore des concours de circonstances. On va un peu loin hein, dans vous êtes dans la théorie du complot. Je vous garde quelques minutes et on revient après la pause. J'ai besoin de vous dire deux choses en tête. De retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de nos invités. C'est sûr que la balle est au centre, le débat est passionnant. Prince Akabla, donc du Kwakwato sportif, Michel Betta, donc directeur de publication du quotidien Le Bélier, et puis sur le plateau Réana Assi, la très belle Réana Assi. L'experte en football ce soir. C'est le cas de le dire. On va vous appeler Nicolas Mémé. Représentante officielle de la jante féminine. Voilà, Nicolas Mémé. On s'appelait comme ça. Et Élisée Bouloubeu. La théorie du complot. Non. Élisée a craint que si on passe, on ne soit perdre 11 joueurs. Il a même le nom. Non, peut-être. Non, c'est des concours de circonstances. Comme ça, on a déjà vu, on a une jurisprudence. C'est des choses qui peuvent arriver, on ne sait jamais. Peut-être que dans l'euphorie après la victoire, là, on aurait pu se contaminer et puis bon, se retrouver 11 joueurs Covid. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Donc, c'est ce que je disais en fait. Pour 2023, qu'est-ce qu'il faut espérer? Il faut croire déjà en cette équipe-là. Un nouvel entraîneur, un tacticien comme semble le proposer certains téléspectateurs. Une nouvelle fédération? Bon, la fédération, je pense que déjà, logiquement, fin mars, on doit avoir une nouvelle fédération, logiquement, selon le calendrier que la FIFA a donné pour mettre terme au mandat du CONOR. Donc, je pense que d'ici fin mars, on aura une nouvelle fédération, donc un nouveau président de fédération qui aura, je crois, les coudées franches maintenant pour attaquer de façon franco la préparation de l'équipe et tout ça. Ça, c'est pour 2023. Mais je crois que aussi, il va falloir que déjà, parce que la CAN, ce n'est pas juste la veille que ça démarre, c'est dès maintenant, dès l'instant que le rideau tombe sur la CAN du Cameroun, il faut que tous les Ivoiriens, comme un seul homme, se mobilisent, toutes tendances confondues, se mobilisent vraiment pour préparer cette CAN-là. Pour la préparer, déjà ceux qui doivent travailler sur les infrastructures, ceux qui au niveau même des populations doivent sensibiliser, mobiliser, commencer déjà à prêter tout ce qu'il faut. Vraiment, il faut qu'il y ait une faveur générale. Je me rappelle très bien au jeu de la francophonie en 2017, oui, la secrétaire générale de la francophonie disait que de toute l'histoire des Jeux de la francophonie, celle de la Côte d'Ivoire était la meilleure. Et aujourd'hui, je voudrais que, certainement, en 2023, les responsables de la CAF puissent dire que de l'histoire vraiment de la Coupe d'Afrique, je pense que la Coupe d'Afrique qui a eu lieu en Côte d'Ivoire est la meilleure. Et je crois que les Ivoiriens ont les moyens de faire de cette fête-là la meilleure du continent, mais elle ne sera meilleure que si, au final, la Côte d'Ivoire la remporte. Et ça, c'est dès maintenant qu'on doit commencer à préparer ça. Justement, on la prépare avec cette équipe-là, avec cette ossature, on essaie de renforcer l'équipe. Oui, on va forcément renforcer l'équipe avec des départs. Il y aura aussi des arrivées parce qu'en 2023, c'est dans, je dis, plus d'1 an. Il y aura forcément des joueurs qui seront en méforme. Il y a d'autres qui vont monter. Voilà, d'autres qui vont monter. Donc,
Mais je pense qu'on a quand même un noyau avec, je vais dire, des jeunes comme Sangaré, voilà, qui montent au fur et à mesure. Très belle impression, hein, Sangaré, ouais. Pour sa deuxième CAN, voilà, qui a fait vraiment un brillant parcours. Gisèle Konan, qui s'est vraiment imposé, révélé autour de ce tournoi. Donc c'est sur eux qu'on va pouvoir s'appuyer. Il y a un bon défenseur là. Kosonou. Non, ou bien Deli. Simon Deli. Oui, Kosonou, on s'en souvient. Kosonou nous a la fameuse passe qui a causé ceci. Kosonou face à l'Algérie. C'était du Kosonou. Oui, mais face à l'Algérie, il a été impérial. Oui, il fera partie, je dis, des cadres pour la prochaine CAN. Et on espère qu'on va pouvoir la conserver ici pour pouvoir ajouter la 3e étoile. Non, ça va donner des idées à Élysée Bouloubou et quand je commence à dire qu'on va l'organiser ici. Donc certainement, on espère que d'ici là, on aura vécu la Covid. Sinon, la CAF sera obligée de... Nous, on ira en stage là où les pays qui ont organisé puis ils ont remporté, là, on va aller en stage chez eux. Ça a été le cas de la Tunisie, de l'Algérie et tout ça. On va aller faire des stages pour voir comment ils s'y sont pris pour qu'ils organisent et ils remportent. Peut-être que si le Cameroun remporte aussi, on va faire quand même un petit stage là-bas aussi. On les accueille comment, les éléphants? Retour discret, retour triomphal, parce que ce sont des héros qui reviennent. Ça devrait être triomphal. Petit tour au centre de redressement. Ça ne devrait pas être forcément discret. Il faudrait qu'ils ressentent justement la chaleur et tout cet encouragement que les Ivoiriens leur envoient. Vous faites bien, madame, de le dire. Vous faites bien de le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on ne le perçoit peut-être pas, mais il y a une grande pression aujourd'hui que les réseaux sociaux, aujourd'hui, quand quelqu'un perd une action, vous avez l'impression qu'il a le poids des réseaux sociaux et des commentaires ivoiriens. Est-ce qu'il ne faut pas un tout petit peu faire changer les choses pour que ces Ivoiriens-là se sentent vraiment accompagnés, soutenus, comme vous disiez tout à l'heure? Bien sûr, et puis quand on regarde d'ailleurs les commentaires d'après-match et tout, on sent un peu de déception, certes chez les Ivoiriens, mais je pense que la majorité s'accorde quand même pour dire que les éléphants ont eu un beau parcours, en tout cas mieux que certains ne l'espéraient. Donc je pense qu'il y aura une vague d'encouragement et d'accompagnement pour ces éléphants-là, et ils le méritent. Bon, l'information que je reçois, c'est que chacun repartira dans son club. Directement, chacun va repartir dans son club. Ils ont d'autres activités dans. Oui, mais l'accueil n'est pas seulement que physique. Hein. L'accueil, c'est même ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux après ça et tout ça. Donc, même un message des officiels. Pour l'instant, ils méritent en tout cas d'être encouragés et d'être remotivés. Très bien. En tout cas, il faut reconnaître que le football participe à une forme d'animation là. Une saine émulation. Exactement. C'est toujours le cas. C'est ça, parce qu'à partir. Ça ne change pas. Il y a le match, il y a les à côté du match, il y a les commentaires de très célèbres commentateurs. Une chose est certaine, je pense que la CAN ce soir perd un peu de sa saveur. Parce que pour ceux qui sont à Douala, savent que l'un des points chauds de Douala, c'est le village CAN que les Ivoiriens ont créé à Douala, qui aujourd'hui est l'un des lieux d'animation les plus férus sur la CAN, et certainement avec l'élimination des éléphants, plier nos bagages. Donc ils perdent forcément un peu de saveur de la CAN. Et ça, c'est la magie africaine. On leur donne rendez-vous la magie ivoirienne, pardon. On leur donne rendez-vous en 2023 en Côte d'Ivoire. Ça va, vous avez le moral, ça va. Oui, on va dire j'ai le moral, on va dire ça. Ce n'est pas la première élimination, ce ne sera sans doute pas la dernière. Même si, honnêtement, ça me fait beaucoup plus mal parce que je pense que c'est cette équipe d'Égypte-là, de toutes les équipes d'Égypte que j'ai connues, qui était la plus prenable. Voilà. D'accord. En tout cas, les garçons, certainement... qui vont regarder cette émission-là, vont à travers vos différentes réactions, sentir, madame l'a dit, la chaleur de ce peuple ivoirien-là qui accompagne son équipe. C'est vrai qu'il est triste, mais qui croit en cette équipe-là, qui pense qu'elle peut mieux faire. Et je crois que ça, c'est important de le dire, qui pense qu'elle peut mieux faire. Donc, aux éléphants, on dira courage. Et puis, parce que je suppose qu'ils sont plus affligés que nous. Nous, c'est vrai qu'en tant que supporters, on a mal. Mais eux, aujourd'hui, un garçon comme Eric Bailly, j'imagine, on le connaît très mentalement fort, mais j'imagine aujourd'hui, ce qui peut se passer dans sa tête après cette brillante prestation et malheureusement ce dernier coup de pied là qui élimine toute la Côte d'Ivoire. À lui on dira bon courage et puis surtout qu'on tire les leçons
de nos erreurs. C'est très connu en Côte d'Ivoire, cette phrase-là. Michel Meta, merci beaucoup. Merci, Bruce. Professeur Kabla, merci. Premier passage sur notre plateau et Merci. je vous promets que ce ne sera pas le dernier. D'accord. Merci d'avoir été dans notre compagnie ce soir. Et puis aux habitués, ce qu'on appelle aux chroniqueurs résidents, Réana Assi et Élisée Bologo, merci à vous. Merci à toutes les équipes éditoriales. Merci surtout aux équipes techniques. Je suis sûr que ce soir, laisserons terminer cette phrase en disant que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que Dieu veille sur les éléphants. À demain.